Elle s'appelait Amandine Aurore Lucile Dupin de Francueil. Son père, bravant le courroux de sa mère et de son précepteur Deschartres, avait épousé une jolie modiste de petite vertu, Sophie de Laborde. N'était-ce pas Deschouars pour qui, par le maréchal Maurice de Saxe, appartenait à la lignée des Königsmarck, selon la filière que voici. Aurore de Königsmarck, maîtresse d'Auguste III, roi de Pologne, fils maréchal Maurice de Saxe, avec Marie Rintaud, dite de Verrières, élue Marie-Aurore, veuve de Horn, remariée à Claude Dupin de Francueil, fils Maurice Dupin de Francueil, épouse Sophie de Laborde. George Sand est né le 1er juillet 1804. À l'âge de 4 ans, elle a perdu son père, colonel des armées de l'Empire en retraite, alors qu'elle avait tant besoin de lui. Il y avait en effet grand désaccord de caractère entre Sophie la modiste et Madame Dupin de Francueil, sa belle-mère. La première était une gentille petite bourgeoise, un peu tête légère, et l'autre une dame voltairienne, fine et cultivée, encore formée aux mœurs aristocratiques du XVIIIe siècle. Privé de père dès la 5e année, George Sand s'affranchit de l'une et de l'autre tutelle. On l'a amené à Nohant. Sa mère décide de regagner Paris. De cette discorde, l'enfant souffre et profite à la fois. Elle saisit le parti qu'elle tirera d'une mésentente entre les deux femmes de sa famille. Mais elle compte sans l'autorité de sa grand-mère, qui l'a fait entrer à 15 ans au couvent des Anglaises, à Paris, pour apprendre les belles manières. Au lieu de cela, elle y traverse une crise de mysticisme. Son esprit cède à l'attrait de la religion, mais son caractère, en réalité, se façonne. Nous nous trouvons soudain en présence d'une jeune fille indépendante, prête inconsciemment à affronter l'existence et ses responsabilités. Quand elle revient pour l'été à Nohant, il lui arrive de se vêtir en homme, presque un symbole pour l'époque. Si sa mère lui reproche cette précoce émancipation, elle répond avec verdeur. « Vous voudriez que je prisse pour m'aller promener le bras de ma femme de chambre ou d'une bonne. Ce serait apparemment pour m'empêcher de tomber, et les lisières m'étaient nécessaires dans mon enfance. Mais j'ai 17 ans, et je sais marcher. » Quel ton! Insolent, certes, mais avec les grâces d'une écriture voltairienne, l'écriture de la grand-mère. Quelle fermeté aussi, celle d'une cavalière. George Sand monte à cheval. Son père avait été son maître d'équitation. Qu'il soit mort d'un accident de cheval ne jettera pas sa fille dans les accès de prudence. Au contraire, pourrait-on affirmer. Pour compagnon, elle n'a que des jeunes hommes. Son demi-frère, Hippolyte Châtiron, Monsieur de Villeneuve, gentilhomme de sa parenté, un cousin germain des Berrichons. Charles Duvernay, Fleury, Gustave Papet, Stéphane de Grandsagne. Ce dernier est un favori du précepteur Deschartres, qui reste le chef. Un précepteur à l'ancienne mode. Fidèle aux souvenirs de Maurice Dupin, il entend mener à bien l'éducation de George Sand. À sa louange, il faut dire qu'il a décelé très vite les qualités exceptionnelles de l'adolescente. Il voudrait l'encourager dans son élan vers la vie exubérante. Mais il demeure partisan d'une grande fermeté dans le système de l'éducation. Là se produit le heurt entre Georges et le vieil homme. D'un côté, la folle jeunesse, de l'autre, la nécessaire sagesse. Entre ces deux pôles, la jeune fille s'ennuie. La tristesse est le mal de l'adolescence. Les jours ne passent pas assez rapidement. Le cœur bat déjà, le sang brûle. L'amour n'ose pas encore exprimer son désir. Pourtant, il réclame sa nourriture. On est en 1821. Le romantisme vient au monde sous la forme excitante des méditations. Quelle lecture serait mieux appropriée à une âme ? La vie dans la province, les longues heures au chevet d'une moribonde, les éclairs de joie à la promenade en compagnie de beaux garçons ? En faut-il davantage pour déséquilibrer une âme sensible à l'extrême ? Elle s'abandonne. Je cite. « Mon existence domestique était si morne, mon corps si irrité, mon cerveau si fatigué de pensées sérieuses que j'arrivai à une maladie morale très grave,
l'attrait du suicide. J'avais résolu de m'abstenir de la vie. Il me semblait que j'avais, comme René, le cœur mort avant d'avoir vécu, et qu'ayant si bien découvert par les yeux de Rousseau, de La Bruyère, de Molière même, dont le misanthrope était devenu mon code, par les yeux enfin de tous ceux qui ont vécu, senti, pensé et écrit la perversité et la sottise des hommes, je ne pourrais jamais en aimer un seul avec enthousiasme, à moins qu'il ne fût, comme moi, une espèce de sauvage, en rupture de ban avec cette société fausse et ce monde foudroyé. » Fin de citation. Quand on note à 40 ans ce rappel des impressions de jeunesse, on ne se trompe pas, ou du moins on y inclut une explication psychologique capitale. L'essentiel s'y lie de ce qui fournira la justification des actes à venir et la racine des sentiments qui animeront un cœur toujours ouvert aux passions. Si George Sand ne se suicide pas, c'est qu'elle trouve en elle les propres remèdes de son salut. Ici, nous touchons aux raisons maîtresses. C'est dans l'étude, dans le travail, que George Sand puise la force de résister à la tentation du désespoir. La musique, la géologie, la minéralogie, les classiques grecs et latins servent de tuteurs à son esprit en déroute. La souffrance et la mort de sa grand-mère, le 25 décembre 1821, imposent à son âme un redressement volontaire.